Donc, nous présentons en réalité plus qu'un contre-budget, on peut dire un budget alternatif par rapport à celui qui nous est aujourd'hui présenté et qui n'est que la suite des budgets macronistes que nous subissons depuis 2017. Alors pourquoi un budget alternatif? Parce que la politique que la France subit depuis 2017 est une politique qui a échoué. Quel était le pari? Le pari était de dire on va favoriser les revenus du capital des ultra-riches et en gros ça va ruisseler sur toute l'économie. Avec un coût qui était assumé par le pouvoir macroniste, qui était de dire on va baisser du coup les recettes. 62 milliards de recettes en moins quasiment chaque année. On pense, un rapport de l'association Attac CADTM estime que c'est 310 milliards de coûts cumulés depuis 2017 que l'État subit, alors même que, je vous le rappelle, et il faut sans arrêt le répéter, les dépenses publiques d'État ont été à peu près stables et même ont légèrement faibli depuis 2017, alors qu'on a perdu 3 points de recettes. Et ces 3 points de recettes, ça a favorisé les riches et même les ultra-riches, qui est une des marques et une des caractéristiques finalement du macronisme, avec suppression de l'ISF, suppression de taxes d'habitation, mise en place flat tax, baisse sur les impôts sur les sociétés, autant de choses que vous connaissez. Bien. À partir de là, on pourrait se dire, bon, quel a été le résultat de cette politique? Le résultat de cette politique, c'est que, contrairement à ce que nous dit la mantra macroniste, qui nous dit l'emploi n'a jamais été aussi fort, l'industrie est repartie, etc., c'est un échec patent sur tous les sujets. Premier échec patent sur tous les sujets, c'est que toutes les populations qui subissent, et avec ce budget, ça serait encore pire, les politiques de baisse des dépenses publiques, je pense, y compris aux personnes en situation de handicap, RSA, maladies chroniques, etc., ont non seulement, évidemment, subissent des conséquences sur leur vie quotidienne, mais en plus de ça, globalement, c'est un effet récessif sur l'économie. Mathilde vient de le dire, puisque l'OFCE les a chiffrés à 0,8 points de PIB, rien que pour 2026. Donc, c'est un aspect récessif, en plus d'être un aspect injuste. Deuxièmement, en termes d'attractivité, contrairement à ce qui est dit, il y a une attractivité qui n'augmente pas en termes de volume. Effectivement, les macronistes nous disent qu'il y a un nombre d'entreprises qui est créé, etc. Mais en termes d'emplois créés et de volume, en termes d'attractivité des investissements de l'étranger, nous sommes tout juste dans la moyenne européenne. Et c'est vrai aussi des investissements privés qui, en réalité, sont en recul en France de manière évidente. Troisième chose, la pauvreté explose. On est recordman malheureusement d'Europe. 2017-2023, plus 1,2 million de personnes tombées dans la pauvreté. Et si le budget était adopté tel qu'il est prévu, on peut penser qu'on dépasserait cette fois-ci les 10 millions. L'industrialisation, dont ils nous ont dit que c'était une de leurs grands succès, je ne cite qu'un chiffre, il y en a beaucoup d'autres. Pour la première fois au premier trimestre 2025, la part de l'industrie est descendue en dessous de 10% du PIB. Et pour le reste, ce sont toutes les fermetures d'entreprises qu'on connaît et la sidérurgie menacée qui répond à ça. Le chômage s'aggrave, non seulement parce que les emplois créés dont ils se vantent souvent ont correspondu au moins pour un tiers à des emplois d'apprentis qui ne sont pas véritablement les emplois tels qu'on les considère et tels qu'on estime qu'ils sont le signe d'une santé économique. Et même pire, le chômage est prévu à 8,3% à la fin de l'année. Et enfin, toute leur politique se met, j'allais dire, en perspective du fléau qui menacerait l'économie française, qui est la dette. Alors, ils aggravent tellement le problème, quelque part, ils ont tellement un discours de ce point de vue alarmiste qu'ils ont effectivement fini par alarmer les marchés financiers. M. Béroux a notamment été un spécialiste, lui, qui pensait que même le FMI était aux portes de la France, qui est une ineptie absolument totale. Et nous, ce que nous affirmons, c'est que nous ne prenons pas la dette à la légère. Les déficits ont été créé majoritairement par la perte de recettes, je l'ai dit tout à l'heure, mais n'allons pas croire que la dette telle qu'elle est aujourd'hui est quelque chose que la France ne peut pas assumer. La charge de la dette, par exemple, était supérieure en 2007. La moyenne de la charge de la dette sur les 20 dernières années n'est pas supérieure, et même, est supérieure même à la charge de la dette actuelle. Donc si ce problème existe, en tout cas, il ne vaut pas, au nom de ça, j'allais dire, baisser les dépenses publiques qui n'auront que comme conséquence, en plus d'augmenter les déficits. Parce que ce que nous constatons, c'est que le pari macroniste qui consistait à baisser les déficits, même là-dessus, ils ont échoué lamentablement. Et nous pensons pouvoir largement faire mieux. Et enfin, il ne répond pas aux deux grands défis du moment. C'est-à-dire que non seulement c'est une politique récessive, non seulement c'est une politique qui pénalise la consommation populaire, le pouvoir d'achat, qui augmente les inégalités comme peut-être jamais dans le pays depuis le début du XXe siècle, mais en plus, il ne répond pas aux deux grands défis de l'heure, c'est-à-dire la question
d'un changement dans le mode d'organisation du capitalisme qui n'est plus aujourd'hui basé principalement sur le libre-échange depuis l'élection de M. Trump, mais sur un affrontement politico-économique. Et de ce point de vue-là, rien n'est fait pour sérieusement permettre de relancer une souveraineté industrielle dans le pays. Et enfin, l'échec climatique est évident, c'est-à-dire que alors qu'on estime, je vais y venir dans la partie écologique, qu'il faudrait 37 milliards de plus au bas mot par an d'investissement de l'État pour répondre aux accords de Paris. L'an dernier, c'était moins 2 milliards du budget public de l'écologie. C'était une baisse des investissements écologiques privés publics. Et l'effet ne s'est pas fait attendre puisque la baisse du CO2 constatée depuis des années a régressé avec évidemment les conséquences qu'on peut imaginer sur le climat. Et je ne parle pas des budgets qui ne sont absolument pas au niveau sur la question de la réparation, c'est-à-dire comment on fait face aux incendies, comment on a assez de pompiers, assez de matériel, etc., comment on fait face aux sécheresses, etc. Donc le budget que nous allons proposer, pour être très clair, et mes collègues vont ensuite le détailler par les plans, c'est un budget qui ne vise pas à aménager le budget macroniste. Le budget macroniste n'est pas aménageable. On ne peut pas, aux marges, essayer de corriger un peu ses effets, tout simplement parce qu'il est mauvais en soi. Il est mauvais, j'allais dire, d'un point de vue systémique. Bien. Ce budget, tel qu'il est discuté en commission, je pense que de toute façon, il est tellement contradictoire qu'il finira par un échec. À mon avis, lors de sa discours en séance, parce que va sortir un budget Frankenstein qui ne va finalement correspondre à personne et qui, à mon avis, va échouer. Mais surtout, nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut véritablement quelque chose de cohérent. Cohérent, c'est-à-dire basé sur une relance écologique et sociale que va vous présenter Aurélie Trouvé. Cohérent parce que basé sur une bifurcation écologique qui remet en question les modes de consommation, les modes de production, les modes d'organisation en fait du système à travers une planification écologique qui aura comme vecteur la règle verte, c'est-à-dire ne pas consommer et produire plus que nous ne pouvons assumer, et avec un budget enfin qui répondra à la question de la reconquête de la souveraineté et aussi de la reconquête de la sécurité sociale, j'allais dire d'un point de vue ample, qui a été largement attaqué ces dernières années. Voilà le budget que nous proposons. Nous, à l'avance, nous avons visé deux choses, c'est-à-dire que les dépenses supplémentaires pour répondre à tous ces objectifs, qui sont environ de 170 milliards, sont plus que compensées par les recettes qui sont de l'ordre de 180 milliards d'euros de recettes en plus dans les caisses publiques, qui seront détaillées par Clémence Guettet tout à l'heure, et qui permettent donc d'avoir non seulement un budget en équilibre, mais un budget même qui produit plus de recettes et qui, dès la première année, fait finalement mieux que le gouvernement, même en termes de réduction des déficits. Et avec les effets macroéconomiques de relance qu'on peut imaginer, nous pensons que nous ne ferons pas plus mal qu'eux, et même mieux en termes de déficit, et bien mieux pour répondre aux besoins des Français. Très rapidement, puisque j'avais cette partie-là, mais je crois avoir introduit largement sur le besoin, sur la bifurcation écologique, la manière dont, dès la première année, nous voulons engager des mesures. Ce sera des mesures sur la reconstruction industrielle pour mettre fin à la dépendance de la France dans les domaines vitaux et stratégiques, 5 milliards d'euros, vers une production d'énergie 100% renouvelable, pour la souveraineté alimentaire. Je vous laisserai regarder les chiffres dans le document qui vous sera donné, pour une rénovation thermique des logements et des bâtiments qui aura une ambition tout autre que celle qui nous est proposée depuis des années, qui aurait été faiblie et qui sera notamment basée sur des prêts publics remboursés lors de la vente du bien ou de sa transmission, qui est un nouveau mode de système, pour des mobilités du rail, notamment avec le fait d'avantager le rail, mais aussi les navires non carbonés. On pense notamment à la propulsion vélique, des forêts qui sont reconsidérées comme un bien commun, garantir le droit à l'eau, vers le zéro déchet et la dépollution pour protéger nos santé. Évidemment, la poursuite d'une politique développée sur la question de la mer, comme nous le faisons depuis des années, parce que nous sommes le premier courant qui nous sommes vraiment intéressés à cette ressource pour la France, dont je rappelle qu'elle est deuxième territoire au monde en termes de surface maritime, et enfin des politiques en faveur des littoraux, montagnes, campagnes et villes. Je vous invite à découvrir dans le document le chiffre